Elle est haut fonctionnaire, passée par l'ENA, économiste, ancienne candidate de la gauche à Matignon. Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Vous publiez un livre sous forme de questions. Où sont passés nos milliards? Marco Pommier l'a lu pour nous. Si on vous invite Lucie Castet, c'est parce que vous en êtes convaincu. La gauche peut gagner en 2027. Une reconquête politique à laquelle vous souhaitez contribuer en commençant par ce livre « Où sont passés nos milliards ?» Des constats, des idées, presque un programme au service d'un projet. À l'appui des mêmes chiffres, sans cesse convoqués pour expliquer les coupes dans le budget de l'État, montrons qu'il est possible et souhaitable de trouver de l'argent, qu'il est réaliste, en prélevant un peu plus sur le patrimoine de quelques-uns, de financer davantage le patrimoine de tous, les services publics. Les services publics, c'est un peu votre ADN politique, Lucie Castet. Cofondatrice et porte-parole d'un collectif sur le sujet, haute fonctionnaire, ancienne directrice financière à la mairie de Paris. À votre CV, il faut aussi ajouter cette candidature à Matignon. En juillet dernier, c'est sur votre nom que l'Alliance des gauches s'accorde après la victoire du NFP aux législatives. L'été qui suit ma désignation est une immense lessiveuse, un condensé de 15 ans de vie politique en 3 mois. Une exposition médiatique totalement nouvelle, brutale et d'une grande intensité. Sous le feu des projecteurs, existez autant que possible dans l'euphorie des JO, vous enchaînez les déplacements et les médias. Épilogue de l'été, votre rencontre à l'Élysée avec le chef de l'État, accompagné des ténors de la gauche. Ça ne suffira pas, le maître des horloges refuse de vous nommer au nom de la stabilité institutionnelle. 59 jours d'attente pour choisir finalement Michel Barnier. Je suis très en colère, comme je pense des millions d'électeurs français. Drôle d'été, Lucie Castet, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot. En campagne avec Marine Tondelier depuis, pour imposer une candidature commune à gauche en 2027. Oui, mais avec quelle tête en haut de l'affiche? C'est toute la question. Bonsoir Lucie Castet. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre livre, une question sur vous. Où est-ce que vous en êtes après le tsunami que vous avez vécu il y a un an, cet espoir d'accéder, vous, à Matignon, devenir Première ministre de la France? Voilà, mon objectif, c'est de porter la voix que j'entends partout en France, des militants et puis des électeurs de gauche plus largement, pour une candidature commune de la gauche au présidentiel 2027, et puis aussi de continuer à maintenir cet espoir en vie d'une gauche qui peut arriver et gouverner la France. Donc c'est à ça que j'attache une grande partie de mon énergie aujourd'hui. Donc la politique, vous y êtes, vous y restez, parce que voilà, vous avez eu un engagement associatif pendant très longtemps, vous avez fait cette bascule. Tardivement. J'y suis toujours d'une manière un petit peu atypique, puisque j'ai pas de mandat, il n'y avait pas d'élection, donc j'ai pas de mandat à ce stade, mais donc je consacre de l'énergie à cela, mais dans un peu de côté. Je joue un peu un rôle de tiers de confiance auprès des partis. J'essaie de le faire en tout cas. Pas de mandat à ce stade, ça veut dire que vous envisagez de vous présenter en cas de législative anticipée ou dans tous les cas en 2027? C'est une éventualité, mais ce n'est pas déterminé pour l'instant. Pour l'instant, j'essaie de vraiment consacrer mon énergie à l'union de la gauche et à essayer de véhiculer le message que j'ai entendu tout l'été de la part des militants et des électeurs de gauche. Alors, où sont passés nos milliards? C'est donc la question que vous posez en titre de votre livre. C'est un livre qui défend nos services publics et qui combat, si l'on peut dire, les grands principes libéraux, cette idée que le privé est plus efficace que le public, l'idée qu'on n'a plus les moyens, c'est l'expression que vous employez dans votre livre, qu'il faut donc faire des économies dans les services publics et qu'on peut le faire sans dégrader le service rendu au public. C'est tout cela que vous combattez à travers ce livre. Ces idées-là, elles vous semblent majoritaires aujourd'hui dans le débat public, dans les médias, dans les radios, les télés, dans la presse écrite? Je constate une forme de paradoxe que j'essaie de résoudre en partie avec mon livre. C'est l'idée qu'il y a une idée majoritaire dans la population qui est véhiculée beaucoup par les médias et par la classe politique qui est « nous n'avons plus les moyens, les caisses sont vides ». Mais en même temps, l'autre pendant du paradoxe, c'est qu'on constate que nos services publics dysfonctionnent de plus en plus, que ça s'aggrave et que la majorité de la population française aimerait voir les services publics s'améliorer. Et donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une défaite idéologique de la gauche? Oui, en partie. Je pense que la gauche ne s'est pas suffisamment approprié la question des finances publiques et la question économique et financière en général. Et c'est laisser imposer l'idée selon laquelle l'histoire était terminée d'une certaine manière, l'histoire budgétaire était terminée. C'est aussi l'objet du débat
débat que vous aviez sur votre plateau précédemment. Quand vous dites l'histoire budgétaire terminée, là vous ciblez Emmanuel Macron, hein, c'est votre idée. Je cible personne en particulier. Ce que je veux dire, c'est que c'est imposé l'idée selon laquelle nous n'aurions plus les moyens de financer l'action publique et de financer l'action publique telle qu'elle a été connue, mais telle aussi qu'elle devrait se dessiner demain pour répondre aux grandes crises des décennies qui s'ouvrent, notamment la crise écologique, mais aussi des crises économiques, des crises géopolitiques. On en a beaucoup parlé à l'occasion des discussions sur le financement de notre défense. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. L'histoire n'est pas écrite. On peut encore se redonner des marges de manœuvre, à la fois grâce à des nouvelles recettes, mais aussi en utilisant mieux les moyens de la puissance publique aujourd'hui. Dans un entretien récemment, vous avez eu cette phrase « La France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignore ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est aussi, je rebondis sur votre première question, c'est que je pense qu'il y a une opinion majoritaire dans le pays qui est de dire on est attaché à nos services publics. Nous sommes un pays qui s'est construit dans l'histoire récente autour de nos services publics. Il y a un vrai attachement de la population aux services publics. Les gens déplorent beaucoup que les services publics dysfonctionnent. Et donc je pense qu'au fond, si les gens votaient en fonction de leurs intérêts et en fonction de leurs intérêts socio-économiques et en fonction de leur attachement aux services publics, alors ils seraient plutôt amenés à se tourner vers la gauche. C'est ça que je dis. Mais la gauche, elle a perdu les 2 dernières présidentielles, les 3 dernières législatives. Ça veut dire que quelque part, c'est la gauche française est la plus bête du monde, pour reprendre l'expression qui visait la droite. Je dirais certainement pas ça, je ne me permettrai pas un tel jugement. Non, ce que je pense, c'est que progressivement, on a fait glisser l'objet de nos débats hors des questions socio-économiques. On parle assez peu, en fait, de l'intérêt des classes populaires, de l'intérêt des classes moyennes, qui, elles, en réalité, ont plutôt intérêt, par exemple, à une grande réforme fiscale qui permettrait de financer de nouveau les services publics à la hauteur des besoins. Or, aujourd'hui, on a détourné ces questions-là. On n'en parle plus beaucoup dans le débat public. On parle beaucoup d'objets identitaires. Moi, je dis que, par exemple, la question de la restauration des services publics, ça peut être aussi un objet identitaire, un objet de fierté, un objet positif de discussion dans le débat public. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour ça, je pense que ça peut redonner une fierté et une identité nationale à la France, d'une certaine manière, qui est très attachée à nos services publics. Et pour vous, la gauche ne retrouvera le pouvoir que si elle met les services publics au cœur de son projet. Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui. En tout cas, je pense que ce qui a présidé à ma désignation cet été, c'est beaucoup la question des services publics, puisque j'ai été identifiée comme ça par les partis. Donc si les partis sont attachés aux services publics, je pense qu'il faut maintenant désormais parler de tous nos services publics. Par exemple, je parle beaucoup de la question de la sécurité et notamment de la criminalité financière. Je pense qu'il faut parler de tous les services publics, pas seulement les services publics traditionnels qui sont portés par la gauche. Il ne faut pas les oublier, cela évidemment. Et puis il faut aussi que la gauche soit crédible sur les questions économiques et financières. Et en réalité, je pense que la gauche peut être crédible sur les questions économiques et financières. Quand on regarde les chroniques, les gouvernements qui ont le plus creusé le déficit et le plus fait augmenter la dette sont plutôt des gouvernements de droite. Et ça, c'est pas beaucoup dit. Par ailleurs, ce que j'essaye de démontrer dans le livre, c'est que par ailleurs, on voit que la dépense publique n'explose pas en France, contrairement à ce qu'on dit souvent, et que si elle tend à augmenter, c'est plutôt en dynamique du fait des aides aux entreprises qui s'accroissent considérablement dans les dernières décennies. Alors la dépense publique, elle n'explose pas, mais elle est à un niveau très élevé, le plus élevé rapporté au PIB de la France, le plus élevé de l'OCDE. Tout à fait. On est en haut de la moyenne de l'OCDE. On est à peu près à 57% pour des moyennes plus proches de 50%. Mais ça s'explique très clairement. C'est du fait des choix de société, d'un pacte social qui fait en sorte que les retraites, le système de protection sociale et la santé sont financés par de la dépense publique. Et pas par de l'assurance privée, comme dans d'autres pays. Si on ne finançait pas ça par de la dépense publique, on le financerait par une multitude de petites dépenses privées. Et donc, au global, on paierait plus cher. Mais est-ce que pour vous, pour assurer le financement de services publics de qualité, il faut aller au-delà de ces 56,7% du PIB? Et jusqu'où? Je ne peux pas vous donner, c'est pas comme les 3% de Maastricht. Enfin, je pense qu'il ne faut pas faire ce type d'erreur en se disant de manière absolument abstraite, je vais donner un pourcentage. Ce que je dis, c'est qu'il faut que la puissance publique soit en mesure de répondre aux besoins. Et s'il faut aller légèrement au-dessus des 57%, ça ne doit pas être un obstacle de principe. La question pour moi, c'est de se poser vraiment calmement la question de à quels besoins il nous faut répondre de manière collective. Et une fois qu'on a répondu à cette question, alors il faut mettre les moyens nécessaires en face de ces besoins. Vous attaquez à ce que vous appelez un mythe, selon vous, le mythe véhiculé par Emmanuel Macron depuis 2017 notamment, que le privé gère mieux l'argent public que les services publics eux-mêmes.
Oui, je pense que c'est... Pourquoi vous parlez de mythe? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire que c'est un mythe, c'est qu'il me semble qu'il y a une forme de présomption de supériorité de l'organisation du privé sur le public. C'est pour ça, par exemple, qu'on a souhaité importer les méthodes de management, d'organisation des entreprises privées dans le public, avec les conséquences qu'on connaît, par exemple à l'hôpital ou dans la recherche, où on a des agents publics qui nous racontent que leur quotidien est devenu, pour grande part, le fait de remplir des documents qui permettent de justifier à l'hôpital de la tarification à l'acte. Ça veut dire que vous êtes pour la simplification administrative, oui, qui est partie, portée mais moi, davantage par la droite et les macronistes. Mais j'ai aucun problème à avoir des points de convergence. Et ça veut dire que c'est un débat dont doit aussi se saisir la gauche? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a en France une forme de bureaucratisation de l'administration qui est advenue, en partie, et ça c'est contre-intuitif, on ne le dit pas beaucoup, en partie lié au fait qu'on a importé des méthodes du privé qui permettent de s'assurer de la rentabilité d'action. Et c'est ce qu'on constate par exemple à l'hôpital et à l'université, mais aussi dans bien des domaines. Les soignants nous disent aujourd'hui j'ai moins de temps pour soigner parce que je dois remplir des formulaires. Et donc oui, je pense qu'il y a de la simplification à faire. Je ne dis pas que les services publics fonctionnent de manière absolument parfaite aujourd'hui en France. Est-ce que la question de l'efficacité de la dépense publique est une question pertinente? C'est tout à fait une question pertinente. Et je pense qu'à cet égard, c'est aussi ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Je trouve qu'il y a une posture assez paradoxale des gouvernements successifs récents sur le rapport à l'expertise. Parce que, je m'explique, par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de documentation, d'études, y compris des études publiques par des organes qui dépendent de la puissance publique, qui montrent, par exemple, que le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité, qui a été transformé en exonération pérenne, et le crédit impôt recherche, qui sont pas efficaces, qui ne sont pas à la hauteur des moyens qu'on y met, que les objectifs ne sont pas remplis, et pourtant on n'en tire aucune conséquence. Donc je pense qu'il faut tirer des conséquences de tous les types d'expertise. On en a débattu avant que vous n'arriviez sur ce plateau. François Bayrou a proposé ce week-end d'organiser un référendum sur les finances publiques, avec cet obstacle à franchir, 40 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques. La gauche est contre. On n'a pas entendu, hormis peut-être le député PS Philippe Brun, de responsables de gauche se saisir de cette possibilité, peut-être aussi pour la gauche, d'imposer ces termes du débat. Moi, je conteste déjà les termes du débat selon lesquels il faudrait uniquement faire peser l'effort de rétablissement des finances publiques sur une réduction des dépenses. Je pense que c'est une erreur politique à mon sens, et c'est une erreur parce que ça va conduire à détruire encore plus, à détériorer encore davantage la situation des services publics. Moi, je pense qu'il faut se poser aussi la question des recettes. Or, pour l'instant, on ne connaît pas la teneur de la question qui sera posée par le Premier ministre s'il va au bout de cette démarche. Et puis sur la forme, je m'interroge aussi sur la question de ne pas mettre dans les mains du Parlement l'outil de confection du budget, parce que c'est quand même, ça revient normalement aux parlementaires. Un mot de la gauche pour conclure. Vous avez dit que vous vouliez être ce trait d'union qui favoriserait l'union de la gauche en vue de la présidentielle. La rupture, elle est consommée aujourd'hui entre le PS et la France insoumise. Cette rupture, elle ne s'est pas tant faite sur le projet porté par le NFP, elle s'est faite davantage sur les valeurs. Est-ce que ça ne rend pas cette rupture irréconciliable, définitive? L'histoire politique est longue. Au lendemain des élections européennes, souvenez-vous, personne n'aurait prédit la création du nouveau Fonds populaire. Il y a eu une forme de pression très forte des citoyens de gauche de ce pays qui ont souhaité que l'union se fasse. Il n'est pas exclu que ça arrive de nouveau. L'union s'est faite aussi autour de la question des services publics. C'est vraiment à ça que j'œuvre moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond et les attentes des électeurs. Et donc, c'est là-dessus que je me concentre. Merci beaucoup, Lucie Castet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc, Où sont passés nos milliards, publié aux éditions du Seuil.